13h passées de 38 minutes à Ketao, dans la préfecture de la Bina, qui vibre au rythme de la fête Singari, dimanche 4 décembre 2022. C'est le jour et l'heure de votre messe médiatique. Nous disons un grand merci à Dieu pour nous avoir accordé cette semaine encore. La semaine a été très riche en événements, aussi bien sur le plan national qu'international. Les échos du palais avec la visite du président gabonais Ali Bongo, plus des audiences, le vote d'une loi sur la protection des apprenants, la vie chère et les fêtes de fin d'année, les accidents de la route qui se multiplient ces derniers temps, les récentes attaques terroristes dans le Pendjal et, si le temps le permet, le mondial 2022 qui a entamé les 8e de finale hier. Voilà les chapitres au menu de l'évangile du jour. Tous ces chapitres à égrener avec en une centaine de minutes avec le prince Komi Mayaba de Kanyisi Pagoda, à gauche, directeur de publication du journal Symposium, et Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, avec la complicité technique de Maki Ibrahim au cadrage et Alexandre Chalim à la diffusion et à la distribution des images et du son. Moi, vous m'appelez Eric Tanandé, le prince héritier de la Bina, l'enfant au poumon d'acier. Bienvenue à vous, chers invités. Mais bon, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent à travers tout le pays et actuellement aussi à travers toute la planète parce que vous êtes sur les réseaux YouTube, Facebook et autres. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche, comme tu l'as si bien révélé dans mon introduction. Dans votre introduction, vous savez que la préfecture de la Bina a vibré au son des rites traditionnels. Singara, cette année, c'est à Ketao, ça se l'est déroulé. Je crois que ça s'est déroulé dans une ambiance de convivialité, de retrouvailles, et beaucoup de jours sont passés. Je crois que c'est une bonne activité culturelle. Je crois que beaucoup doivent s'inspirer et que cette année, avec Covid, l'année dernière, ça n'avait pas eu lieu. Et nous avons renoué avec la tradition pour que les choses au mieux puissent s'organiser et pour au bénéfice de notre tradition et de notre culture. Très bien, il faut que de temps en temps on aille se ressourcer à nos traditions. Adam, c'est avec plaisir que je vous retrouve après un bon bail. Hein? Oui, bon, vous m'avez mis en sourdine depuis un moment, je pense que j'ai été ressuscité. Oui. Et c'est un plaisir que nous partageons les grands sujets de l'actualité de la semaine qui a été, comme vous avez su vraiment planter le décor. Donc c'est un plaisir, vous avez également parlé de la tradition. Et je salue au passage ceux qui s'activent ardemment pour l'organisation également de ma fête traditionnelle. D'accord. Qui le samedi prochain, le 10. C'est une qui abrite cette année l'événement. Donc, salutation fraternelle à tout le comité d'organisation en ce moment. Voilà. J'espère que nous serons les invités. C'est vrai que, bon, pour la nôtre, pour des raisons d'indisponibilité, nous n'y étions pas, nous. Mais bon, je crois qu'on partage la fête ensemble. Alors, la charmante Marguerite Cynthia est à pied d'œuvre pour nous montrer les commentaires de certains titres parus à propos du premier et du deuxième sujet. Et ceci étant, nous allons attaquer en même temps le sujet concernant le terrorisme. Alors, l'autre cas d'insécurité, l'un des cas d'insécurité qui mine notre pays, c'est le terrorisme
qui menacent le nord du pays depuis plus d'un an, depuis plus, c'était en novembre, le 8 novembre, que la première attaque avait eu lieu. Après quelques mois de répit, et alors que l'on croyait parti ce démon, ces démons ont encore fait. Ils ont refait surface irruption les semaines passées, où ils ont encore endeuillé les familles et la nation tout entière. Eux, ce sont les terroristes. Ils ont encore frappé le Pendjal. En tout cas, c'est ce que l'on apprend des réseaux sociaux et des canaux non officiels. Et justement, ma question, Adam, c'est celle-ci. Si ce fait est avéré, pourquoi officiellement on ne dit rien comme c'est le cas lors des attaques passées? Précédentes, oui. Oui. Vous savez, c'est vrai, les alternatives de communication que nous avions aujourd'hui, personne ne peut nier leur efficacité dans la transmission de certains événements qui, naturellement, ne retiennent pas l'attention de nos autorités. C'est vrai qu'on nous a dit que nos forces de l'ordre seraient une fois de plus encore attaquées. Et si nous remontons un peu l'histoire, vous constaterez que ce n'est pas un fait nouveau. De toutes les façons, les réseaux sociaux ont toujours dévancé les événements apportant un certain nombre d'informations liées aux attaques que nous avions eues à tout point de vue. Et je rappelle que le Togo, comme d'ailleurs même tous les autres pays, ont fait déjà les frais, ou faisaient pratiquement les frais de ces terroristes-là. Et ce n'est pas aujourd'hui que personne viendra donc dénier le fait qu'il n'y a pas de pays, que ce soit à côtier ou de l'Italie, qui ne soit pas aujourd'hui confronté donc à ce phénomène-là. On en déplaise à qui veut, de toutes les façons, nous le mettons conditionnel étant donné qu'il n'y a pas encore eu de communiqué officiel, le précisant en réalité donc cette attaque, mais je pense que pour les esprits avertis que nous sommes, il serait quand même une maladresse grandissante de non pas de dire qu'il n'y en a pas eu. Compte tenu du mutisme également du gouvernement, cela nous laisse un peu perplexes, mais de toutes les façons aujourd'hui nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation pour dire s'il est réel ou pas. Puisque de toutes les façons, les attaques que nous avions eues, le gouvernement a eu toujours à mettre à découvert les informations donc liées à ces attaques-là. Qu'à cela ne tienne, de toutes les façons, aujourd'hui, nous savons que ce qui est distillé au niveau des réseaux sociaux, peut-être à dessein, pour peut-être interpeller une fois encore les forces de l'ordre de sécurité, mais au même moment, vous allez constater qu'on essaie d'une manière ou d'une autre de fustiger un peu l'arsenal ou le dispositif sécuritaire du Togo. Mais je rappelle que le Togo fait partie de ces pays-là qui sont pour la plupart cités pour une efficacité d'action en ce qui concerne donc cette lutte-là. N'en témoigne le fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, si plus ou moins nous sommes un pays assez résilient sur cette attaque-là, on ne va pas nier le fait que l'efficacité de nos forces de l'ordre de sécurité ont beaucoup joué à cela. Mais nous laissons le temps au temps. Certainement que le gouvernement a fait le choix aujourd'hui de pouvoir garder une mutisme, parce que lorsque vous prenez les autres pays, je pense que sur les réseaux sociaux, ces derniers temps également, j'écoutais le capitaine Ibrahim Traoré qui me disait qu'il ne communique pas sur les stratégies d'action sur le terrain, et c'est un choix digne du pays pour affronter dans ce terrorisme-là. Donc j'estime que le Togo également a fait le choix du mutisme pour réellement préparer encore le terrain pour éviter à l'avenir que nous soyons encore victimes de ces actes-là. Mais qu'à cela ne tient, je pense qu'il serait quand même de bon ton qu'on puisse informer l'opinion, parce que de toutes les façons, quand on parle du terrorisme, c'est vrai, les forces de l'ordre et de sécurité sont à l'avant-garde de cette lutte-là. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsque vous êtes en guerre, de toutes les façons, les armes seules ne suffisent pas. Les armes seules ne suffisent pas. Il faut véritablement également l'accompagnement, l'adhésion de la population aux actions mises en place pour lutter contre ces actions-là. Donc, il ne faudrait pas laisser le doute planer éternellement sur ce qu'est. Parce que de toutes les façons, c'est une guerre. On peut perdre, mais également, on peut également gagner, comme d'ailleurs même le pays a toujours eu une avance, une longueur d'avance sur le terrorisme. Donc, je pense que
Nous verrons les semaines à venir, ce qu'il en serait du niveau du gouvernement pour avoir tous les éléments d'appréciation et apporter un éclairci sur ce qui s'est réellement passé à Kpendial. Mais pour le moment, je pense que les réseaux sociaux, on a laissé le temps aux réseaux sociaux de pouvoir peut-être en tenir la psychose, ce qui n'est pas aussi une bonne chose. Donc il faut dissiper, de mon point de vue, cet état de choses pour faire en sorte que la population ait, disons, une lucidité en ce qui concerne donc ce qui s'est passé. Votre avis me plaît là-dessus. Comment expliquez-vous cette recrudescence de la situation malgré les dispositions prises par l'État pour sécuriser davantage la zone? Une tentative il y a une semaine de cela avait été violemment et vaillamment repoussée par notre armée. Et comme si cela ne suffisait pas, on n'a pas fini d'applaudir quand une autre aurait encore surgi. C'est vrai, on n'en parle pas, mais la nouvelle est tombée par les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous, vous aussi, ce silence de la part de l'autorité par rapport à cette nouvelle attaque? Oui, malheureusement, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est la première fois que nous constatons ce mutisme-là du côté du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement sort spontanément quand il y a des attaques ou des situations de ce genre, s'entraîne par mi-journée, il y a un communiqué qui sort pour situer l'opinion par rapport à ces actes-là. Actuellement, la question me posée peut être un peu complexe, personne ne peut me dire, ne peut exactement, avec exactitude, nous dire pourquoi le silence, pourquoi le meeting de la part du gouvernement aujourd'hui, puisque ce n'était même pas de son habitude. Et aujourd'hui, quand cela se passe, beaucoup de questions vont être posées dans ce sens-là. Et heureusement, pas heureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont emparés de la situation. Les commentaires vont aller de tous les sens. De tous les sens. Et bon, vous savez, quand vous ne communiquez pas, la communication aussi va se faire autrement. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Les chiffres qu'on annonce par ici, par là, par médias interposés, nous font croire aujourd'hui qu'il y a véritablement question à remettre en matière, parce que moi, quelle que soit la raison qui serait donnée pour protéger cela, il fallait forcément que le gouvernement communique ou situe l'opinion par rapport à la situation qui s'est présentée. J'ai eu la chance même d'approcher l'état-major général de FAT. On en a causé, mais je tiens à vous dire que l'armée communique beaucoup. L'armée communique parce qu'aujourd'hui, la communication de l'armée est telle que les gens ne vont pas vers ce domaine-là pour savoir. Parce que si vous rentrez même sur le site d'état-major, vous allez voir que toutes les activités qui se mènent sont toujours ventilées sur ce site-là et beaucoup de choses se disent. Mais si on nous dit, nous sommes des journalistes, si on nous dit tout à l'heure, est-ce que vous savez que vous connaissez le canal de communication de l'état-major, nous ne dirons pas qu'ils connaissent. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce silence qui a été observé, ce meeting qui a été observé au niveau du gouvernement, ma foi, ne peut pas permettre à l'opinion de se situer par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'inquiétude même qui plane, c'est que avec la montée, la recrudescence de ces montées djihadistes-là, la recrudescence des djihadistes, ça rend peur. C'est une stratégie de communication. Les enjeux, vous savez, les enjeux communicationnels sont tels qu'aujourd'hui, si vous ne pouvez pas utiliser des vrais canaux, demain, la communication puisse être orientée et ça peut créer d'autres situations. Ça peut créer la psychose. Et malheureusement, les gens seront désemparés. Et donc, moi, je pense que, quelles que soient les raisons qui seront données, il est important que le gouvernement nous donne une communication pour situer. Et diligenter, comme le dit, des enquêtes ou peut-être voir dans quelle mesure au prochain, parce que les approches de solutions par rapport
ces attaques djihadistes sont de plusieurs ordres. Ce n'est pas seulement au niveau endogène. Quand vous sortez aujourd'hui au niveau du Burkina aussi, ils sont les plans de stratégie, les plans stratégiques de pause. Chaque pays a son plan. Mais ce que nous disons aujourd'hui, et vous savez que lors de leur dernier accord, il faut que le Togo a suivre jusqu'à 100 km hors de notre... Donc cela voudrait dire que les États sont en concertation pour voir quelles sont les mesures qu'il faut adopter, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour répondre au mieux à cette recrudescence ou ces montées djihadistes-là. Maintenant, quand ça ne communique pas, vous savez qu'au niveau de l'armée, c'est encore sensible. Et aujourd'hui, vous allez constater même que c'est plus l'armée qui est attaquée et non moins les populations. Et donc, quand un corps tombe comme ça, 2, 3, comprenez déjà ce que ça peut créer comme situation malencontreuse. Et donc, je pense que, comme l'a dit le confrère, c'est une stratégie, une nouvelle stratégie. À mon avis, qui est restée au niveau gouvernemental, mais l'opinion a besoin forcément de savoir ce qui se passe au niveau. Parce que on ne peut pas me dire dans ta maison, Eric, il y a une situation que toi, que quelqu'un vienne d'ailleurs pour te dire ce qui se passe chez toi. Donc, je pense qu'il est intéressant que le gouvernement sorte un communiqué pour situer l'opinion par rapport à la situation. Parce que la lutte qu'ils sont en train de mener, elle est encouragée de partout. Et même la population impliquée dans cette lutte. Il n'est pas aussi bienséant que quand une situation se passe, on n'en parle pas à la population. Il faut que cette population soit au courant de ce qui se passe. Et pour mettre des garde-fous nécessaires ensemble avec la population pour lutter efficacement contre ce djihadisme-là ou ce terrorisme-là. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Pratiquement tous les pays de la sous-région sont atteints par ce fléau. Et donc, nous avons besoin de mutualiser des efforts, de mettre en place des mécanismes pour que ce qui est préparé comme comment appelle-t-on, comme aventure un peu de la part de ces djihadistes-là, qu'on puisse les contrecarrer et permettre aux États de disposer d'un arsenal très fort pour vaquer librement aux exigences de ces États-là. En l'occurrence, l'économie et la politique aujourd'hui, vous savez, ce qui fait bouleverser le monde avec les attaques terroristes qui font même des choix les chefs d'État et tout ça là, vraiment c'est un bouleversement du monde. Il faut vraiment que les bonnes stratégies soient prises pour que nous puissions être à l'abri de ces... Dans tous les cas, nous comptons sur notre armée et son ministère, surtout ces deux ministères, le ministère de la Sécurité et puis le ministère de la Défense. Nous comptons sur eux pour vraiment venir à bout de ces malfaiteurs-là. Et je suis sûr qu'à l'heure où nous parlons, une délégation de l'un de ces ministères-là serait sur le terrain pour encore recadrer les choses. Ils sont là permanemment, puisque les informations, quand ça remonte, il n'y a pas lieu de pouvoir penser que c'est maintenant parce qu'il y a eu un cas qu'une délégation, les délégations des deux ministères sont permanentes là-bas. Il y a tout point de vue, donc c'est une stratégie bien échelonnée, bien aidée pour contrer dans ce djihadisme. Très bien. Le chef de l'État, Faure Essozman Gnassingbé, a eu un agenda très chargé cette semaine. Il a reçu plusieurs personnalités, dont le président de la République gabonaise, Ali Bongo. Ils ont été reçus par certains journaux, par certains journaux à travers les portes et les fenêtres vitrées du palais de la présidence, suivant leurs commentaires à travers ce condensé. Je disais donc que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et son homologue du Gabon se sont entretenus cette semaine au cours d'une visite d'amitié et de travail. Il a reçu plusieurs personnalités en marge de cette visite, dont le président de la République gabonaise. Donc, ils ont été perçus de près et de loin par certains journaux à travers les portes et les fenêtres vitrées du palais, suivant les commentaires à travers cette revue. Décidément, l'élément ne nous vient pas pour vous montrer
Tels ont été les commentaires partagés par les journaux. Alors, lecteurs, si l'élément ne vient pas, nous on est là. On est là, Adam est là, Mayaba est là. Alors, selon vous, M. Adam, que serait venu chercher M. Dimba Ali Bongo au Togo? Ok, on me fait signe que l'élément est prêt. Suivons les commentaires. Le président de la République, Ali Bongo, était en visite de travail au Togo. Apprenait-on du quotidien national Togo Presse jeudi. En marge de l'entretien que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a eu avec son homologue gabonais, il a reçu deux autres personnalités, souligne le journal dans un autre article. Il s'agit respectivement du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, M. Jean-Claude Kassibrou, et celui de la Banque centrale du Kenya, Dr Patrick Ngugi Roger. Et ce n'est pas tout. D'autres personnalités, notamment M. Nicolas Kazadi, Bénédicte Oransa et Danès Moanat Takour, respectivement ministre des Finances de la République démocratique du Congo, président directeur général d'Afrexi Bank et directeur général de Financial Success Commission, apprend-on du même journal dans sa parution du mercredi 30 novembre 2022. Des audiences en marge de l'African Forum for Industry Summit, entendu Forum africain du sommet sur l'industrie financière africaine, comme le renchérit l'Union pour la patrie. Chronique de la semaine s'est intéressée à la visite d'amitié et de travail de Ali Bongo à Lomé au Togo. Une visite de 48 heures qui a permis aux deux chefs d'État d'échanger sur des sujets d'intérêt des deux pays. Symphonie s'est lui aussi intéressé au sommet sur l'industrie financière africaine tenu à Lomé les 28 et 29 novembre 2022. Selon le messager qui a également partagé la nouvelle à ses lecteurs, ce sommet permettra de penser à l'avenir de la finance africaine. Sans le secteur privé, notre système financier perdrait sa raison d'être, a dit Faure Gnassingbé, cité par le Mania Libéré, qui propose l'intégralité du discours du chef de l'État à qui le secteur privé tient beaucoup à cœur. Ouara, les vainqueurs, est revenu sur la visite de Ali Bongo au Togo. Une visite qui, selon le journal, vient renforcer l'axe Lomé Libreville davantage. Au sommet de l'industrie financière africaine, relève le dialogue. Les acteurs ont salué la vision du chef de l'État Faure Gnassingbé, dont il salue la place financière hissée au premier plan. Ali Bongo a Lomé, une visite empreinte de gratitude, martèle le Canard indépendant. Ali Bongo, chez Faure Gnassingbé, le Togo et le Gabon renforcent leurs liens de coopération, écrit l'évêque de la nation. L'Union revient et salue le partenariat Gabon-Togo qu'il qualifie d'exemplaire. Voilà, Adam, d'abord par rapport à la visite du président Bongo, c'est des frères qui se rendent visite. Est-ce que vous avez des indiscrétions sur cette visite du président Gabon? Ça peut être la toute première visite de son histoire au pouvoir, non, en tout cas lui. Pas du tout. D'accord. En fait, post-maladie, oui. Puisque depuis qu'il a eu des difficultés ou qu'il a eu mal à pas partir avec dans sa santé, c'est la toute première visite. Mais vous avez dû constater que le chef de l'État, par contre, a effectué beaucoup. Je pense qu'on serait autour de 4 ou 5 visites. Et Madame le Premier ministre également lui a effectué également la visite avec une forte délégation au Gabon. Vous savez, je pense que lorsque vous prenez
aujourd'hui la nomenclature de développement de nos pays sud-sud, il est toujours encouragé que nous entretenons ces relations-là parce que, vous savez, nous avions toujours l'habitude, nous pays sous-développés, de toujours tendre la main et ça a été dans des difficultés qui ont été exprimées par bon nombre d'analystes qui ont estimé que nous pouvons quand même apprendre entre nous. Pays sud-sud. Et je pense que c'est dans ce format-là que le Togo a eu à entretenir beaucoup de relations avec son homologue gabonais sur plusieurs plans. Vous savez, lorsque vous prenez par exemple la PIA, je pense que l'avènement de la PIA, on nous l'avait dit que ça a été donc une initiative qui était déjà très avancée au niveau du Gabon, qui a eu une similitude dans ce qui concerne cette plateforme industrielle d'Adeti Copé. Et je pense que sur d'autres points également, lorsque vous prenez le Gabon, aujourd'hui le Gabon, c'est un pays de référence en ce qui concerne, surtout lorsque nous prenons l'écosystème végétal, c'est un pays qui est très avancé. Et je pense que l'Afrique centrale, dans toute sa globalité, est considérée comme le deuxième plus grande forêt du monde, donc également le ventilateur du monde. Donc nous pouvons apprendre entre nous. Lorsque vous prenez par exemple au niveau du Togo, nous avons pas mal d'institutions où le pays vient s'inspirer de les compte tenu de l'exemplarité exprimée par ces institutions-là en ce qui concerne également leur structuration, mais en ce qui concerne les résultats sur le terrain. Vous savez, nous les pays, surtout le Togolais, a cette habitude de l'autoflagellation, donc nous avions comme l'impression que nous n'avons pas beaucoup de choses à offrir à l'extérieur, mais nous avons pas mal de choses à offrir à l'extérieur. C'est vrai que cela n'est pas trop visible, ou n'est pas senti, ou on fait de ne pas véritablement donc l'exprimer à dessein à l'interne. Mais lorsque vous prenez les autres pays, ils estiment que s'ils étaient au niveau du Togo en ce qui concerne donc ces projets, programmes-là, ils seront véritablement donc avantageux. Donc je pense que c'est dans cette optique-là que, étant donné que le chef de l'État n'a pas l'amitié existante entre les deux chefs d'État, il peut également échanger des choses. Vous l'avez vu lorsqu'il était là, il ne s'est pas seulement cloîtré dans les cadres du palais. Ils ont visité certains. Voilà, ils ont visité des infrastructures, notamment le port de Lomé qui est une référence aussi en ce qui concerne dans le transbordement et d'autres choses également. Ils sont allés encore, je pense que plus loin, à une forêt qu'ils ont également visité. Donc je me dis, visiter ces forêts-là n'est pas fondamentalement de pouvoir dire que voilà le Togo, disons, a un écosystème forestier, mais également je pense que Ali Bongo peut, au regard de ce que le gouvernement togolais veut exprimer en ce qui concerne la forêt. Vous savez que nous avons un programme d'ici 2030 qui concerne de restaurer la végétation togolaise. Je pense que le projet de tout à fait 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et je pense que le Gabon a beaucoup à offrir en ce sens-là, donc vice-versa. Donc ce n'est pas une visite anodine, je pense que c'est une visite qui est plutôt ordinaire, compte tenu du fait que lorsque vous voyez nos autorités togolaises sur le champ gabonais, vous constaterez également que cette visite-là se situe dans ce cadre-là et nous avons beaucoup offert au Gabon. Le Gabon également peut donc s'inspirer. Je pense que ce sont des relations à pouvoir donc qu'on peut encourager et faire en sorte que d'abord que cela puisse être renforcé au niveau de nos pays sud-sud avant de pouvoir tendre la main vers l'extérieur. Donc c'est à saluer naturellement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire en ce qui concerne ces visites-là. Moi je le mets sur le coupole d'une visite ordinaire. Mais Kwame, votre avis par rapport à cette visite? Il a dit Ali Bongo au Togo, ils ont visité plusieurs localités, plusieurs projets, dont celui de la plateforme industrielle de PIA, tout ça. Ça peut apporter quoi à toi et moi, le Togolais lambda? Oui, vous savez, l'axe Lomé-Gabon, au beau fixer depuis un moment parce que ce n'est pas une première fois que nous voyons le chef de l'État togolais se rendre au Gabon, également celui du Gabon également au Togo. C'est des relations qui ont daté et qui sont en train d'être renforcées depuis même l'époque du feu Inassimi à Déma, passant par d'autres choses. Il y a eu cette relation, des relations bilatérales le Canada. Et donc c'est ça qui est renforcé avec le président Faure-Gnassingbé et Ali Bongo Ondimba. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours un actif
par rapport à ces visites. Vous savez, qu'un chef de l'État qui quitte son pays avec tout son gouvernement, pratiquement, qui se rend dans un pays, il y a toujours quelque chose de capital qu'on capitalise au bénéfice même des populations. Et donc, je me dis aujourd'hui que c'est vrai, il y a eu des accords qui ont été signés, vous savez, le président de la banque. Je l'ai dit tout à l'heure. Là, il y avait aussi celui de l'État qui était. Donc, c'est pour dire qu'il faut conjuguer des efforts. Il faut harmoniser des positions. Il faut créer un arsenal qui soit en même de permettre à ces deux États, aux États, de pouvoir prendre un certain nombre de dispositions en ce qui concerne leur développement, en ce qui concerne la politique également, et tout ce qui peut être favorable au bien-être des populations. Et donc je crois que dans ce sens, les visites même qui ont eu lieu en marge de cette rencontre-là illustrent véritablement. Vous savez, quand on vient à la plateforme industrielle d'Anticoffee avec un plan, le plan quinquennal que le chef de l'État a mis, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises, qui sont pigées sur cette plateforme, sur ce projet. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent s'inspirer des exemples du Togo comme du Gabon pour pouvoir enclencher un certain nombre de processus de développement de nos infrastructures dans tous les domaines. Et donc aujourd'hui, je me dis que le chef de l'État, même en fin de visite, en fin des travaux, et le chef de l'État a été invité lors du prochain sommet, chose au Gabon là-bas, il a été invité vice-versa. Donc je crois que c'est des relations qui doivent être renforcées. Et ce qui est véritablement important, il faut forcément que ces visites-là ne s'arrêtent pas seulement à ces genres de choses, mais des engagements ou des signatures qui sont posées là, que ça soit traduit dans les faits, des populations. Sinon, c'est une visite des deux pays, c'est une visite de plus. Bon, pas de plus, mais une visite qui... De trop? Non, pas de trop non plus. Une visite qui peut être matérialisée par peut-être des résultats. Des résultats concrets que les deux pays voudraient peut-être explorer. Donc, moi, je me dis que le chef de l'État n'est pas à sa première visite, enfin, celui du Gabon n'est pas à sa première visite au Togo, ça doit s'illustrer véritablement les résultats. D'accord. Adam, il y a d'autres, comme on l'a relevé d'ailleurs, il y a d'autres qui étaient là dans le cadre du sommet sur l'industrie financière. J'en parlais tout à l'heure dans le commentaire africain. Hier, capitale de la paix. Aujourd'hui, carrefour de l'industrie financière. À qui profitent ces marques pour le Togo? Non, cela exprime en réalité la quiétude du pays qui est depuis des lustres considéré comme carrefour des grands événements. Et vous savez, même deux pays en vie, le Togo est en vie par rapport à d'autres pays compte tenu de ce statut-là. Parce que c'est ce statut-là réellement, puisque nous en parlant naturellement de la situation sécuritaire, pour faire en sorte que ce statut-là ne soit menacé, il faudrait véritablement que nous nous armons tous, nous nous unissions également d'intention avec nos forces de l'ordre de sécurité. Puisque quelque part, lorsque cela deviendra donc récurrent, naturellement vous prenez par exemple que ce soit le Burkina, le Mali, etc., c'est très difficile que les gens puissent accepter pouvoir donc organiser ça d'événements dans ces pays-là compte tenu de l'environnement délétère que vit ces pays-là. Donc je pense que en premier lieu c'est le Togo d'abord qui est bénéficiaire. D'abord, le considérer comme ce carrefour-là et préserver ce statut-là est d'abord une bonne chose. Ça voudrait dire quelque part que cette résilience-là est fortement exprimée en ce qui concerne donc la quiétude sécuritaire. Puisque c'est le premier élément d'approche qui permet donc à un pays d'être une destination de choix pour l'organisation des affaires. Des affaires. Et lorsque nous prenons ce sommet-là, vous prenez la FIS, ce sommet que vous venez de citer, c'est un grand sommet d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires qu'on a retrouvés. Ce qu'on entendait parler partout à l'heure, voilà, tout c'était là. Ça voudrait dire quelque part que
le Togo n'est pas choisi au hasard en ce qui concerne donc ces sommets-là. Vous avez oublié hier seulement, il y avait une rencontre également sur le capital humain qui a pris fin seulement hier. D'autres également sont annoncés. Ça voudrait dire quelque part que d'abord c'est le pays qui bénéficie. Lorsque vous prenez en termes d'organisation, la logistique, ça fait intervenir surtout le secteur privé qui est d'abord en avant-garde de cette organisation-là. Et c'est le poumon économique du pays également qui est bénéficiaire au-delà de l'aspect politique qui est également exprimé, puisque c'est la route Togo ou la destination Togo qui est mieux vendue dans l'organisation de ces événements-là. C'est vrai pour le Togo lambda, vous aurez dû le constater, sur les réseaux sociaux où les commentaires fusent en ce qui concerne donc le reliquat de ces organisations-là sur la vie du Togo lambda. C'est vrai que cela n'est pas visible dans les médias, mais comme je l'ai dit, vous prenez une organisation, par exemple, lorsqu'on n'avait pas organisé pendant la foire de Togo qui se déroule actuellement, ça a été véritablement, ça a été véritablement un désarroi, le prix total en ce qui concerne donc les affaires du pays. Aujourd'hui, c'est pratiquement une joie retrouvée de l'organiser dans ces événements-là. Donc quelque part, si ce n'est pas le Togo ou le Togolais lambda qui se trouve peut-être à Djakmaga ou dans le Pagoda profond qui bénéficie, il y a un Togolais qui a été donc bénéficiaire. Et n'oubliez pas, hier également, moi j'ai été surpris de constater disons le résultat, sinon la réussite du marathon international pour la paix. Vous avez vu tous ces gens-là sortis de tous les pays, que ce soit en Occident, que ce soit des pays africains, qui sont retrouvés également autour de cet événement-là. On a oublié également de c'est un événement qui a eu un écho retentissant. Parce que vous voyez, en matière d'organisation, on se disait, c'est ce que nous voyons pour la plupart du temps en Europe, qu'on a véritablement donc vécu. Donc d'abord, vous verrez qu'il y a des agences, qu'il y a des gens qui sont sollicités, ils ont eu également un bénéfice. Donc n'attendons pas que ce bénéfice-là soit capitalisé, disons un bénéfice pour tous les Togolais, pour dire que voilà, nous gagnons dans ces organisations-là. En tout cas, c'est une bonne chose. Et que nous également, en tant que journalistes, nous avons matière également à écrire. Sauf que il faudrait quand même, quand les autres aussi bénéficient, il faudrait quand même qu'on fasse bénéficier de ces organisations à la presse, ce que nous ne voyons pas pour le moment. Justement, Mayaba, hier capitale de la paix, je parle de Lomé et Togo, aujourd'hui carrefour de l'industrie financière, à qui profitent ces marques. Oui, à qui profitent aux Togolais, à tous les partenaires, également, tous ceux qui sont impliqués. Les bénéficiaires, c'est tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation et même les bénéficiaires également, c'est les Togolais. Je me dis aujourd'hui que tout cet arsenal organisé, ça et là, les organisations par ici et par là, je pense qu'il faut bien l'illustrer parce que aujourd'hui, on ne peut pas, un Togolais lambda n'est au courant de rien en ce qui concerne l'organisation de ces choses. Si vous sortez dans la rue, tendez le micro à un citoyen lambda, lui parler de ces rencontres, de ces organisations, il vous dira pratiquement rien. Donc ce que nous disons, c'est quoi? Le Togolais lambda voudrait que tout ce qui se fait sur le plan international, sur le plan intérieur d'ailleurs, incluant les partenaires en ce qui concerne ces événements-là, puissent être traduits au bénéfice des populations dans leur ensemble. Alors aujourd'hui, malheureusement, peut-être on ne peut pas le dire comme ça, mais nous disons que nous ne voyons pas le concret, cas immédiat dans ce qui se fait à partir de, en termes d'organisation de ces événements. Mais ce que nous disons en pleine crise, quand nous parlons de crise, moi je l'appelle crise, nous avons connu plusieurs crises. Il y a la crise sécuritaire qui a fait son temps, qui continue de le faire. Parce que n'oubliez pas que nous ne sommes pas en fin de crise sanitaire. Il y a aussi des actions qui sont en train de nous dire. Récemment, vous avez vu en France. Justement, une résistance de 20%. 20%. Donc, nous ne sommes pas actuellement à l'abri de ces crises-là. Et nous disons qu'en même temps que ces crises sont là, et la population aussi doit vivre. Comment faire pour concilier les deux, pour que les gens ne puissent pas quand même être affectés de façon profonde. Être coincés entre plusieurs crises à la fois. Ça devient difficile pour la plupart des États, c'est pas seulement le Togo. Parce que dans les programmes élaborés, on ne tenait pas compte. C'est vrai qu'on parle des budgets, les budgets qu'on élabore, il y a des imprévus, il y a des prévisions qu'on fait, et puis il y a des imprévus qui en temps vous prenez déjà
le budget 2020 il a été revu. Ne tenait pas compte de Covid-19. Aujourd'hui, il est rentré dans le jeu. Beaucoup de choses. Il fallait gérer. Et là, on a demandé même la contribution, la participation de toutes les personnes pour pouvoir répondre aux besoins réels de la filière. Donc ça devient un peu compliqué. Seulement quand vous voyez que ces organisations ou ces événements s'organisent sur le territoire togolais, ça fait la vitrine du Togo. Et ça permet... C'est le nom du Togo qui est vu. Ça permet aussi que les partenaires voient le climat de paix qui règne dans les pays. Puisque quand il n'y a pas de stabilité et de paix et tout, je ne pense pas que c'est soit d'accord. Donc quand ça fait comme ça, je pense que les gens, les partenaires qui voient de loin ce qui se fait au niveau du Togo, ça peut susciter en eux une certaine confiance pour qu'ils viennent s'installer. Mais avant de venir s'installer aussi, il y a des préalables. Il y a aussi des questions de droits de l'homme, des questions de tout ça. Et je crois que les résultats des différents rapports Doing Business et autres ont milité en faveur. Parce que le Togo a occupé de très bonnes places là. Il a fait un bon considérable en matière de ce. Quand vous prenez l'examen périodique universel, 15 places sur 20. 15 sur 20. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont restés toujours très poussés, que nous pouvons encourager. Nous sommes tous là. C'est le Togo qui gagne. Ce n'est pas seulement tout à fait. l'État. Ce n'est pas le gouvernement. C'est le Togo qui gagne. Si on vient investir, les partenaires viennent investir. Et des entreprises viennent. La preuve est là, aller à pied chaque jour, c'est des descentes, des conteneurs qui... Il y a même une grande route. Le pire dont vous parlez, il y a eu récemment, j'ai rencontré des gens qui me disaient qu'il y a même des gens qui ont quitté depuis le Grand Nord pour venir demander du boulot. Là-bas, ils sont recrutés qui gagnent aussi le milieu aussi se développe. Actuellement, la pièce que tu prenais à 5 000 Donc, on va vous dire que c'est tout le Togo qui gagne. Et faisons de manière à ce qu'il y ait de l'investissement, qu'il y ait des entreprises qui se créent. Et là, ça peut favoriser, ça peut impulser une dynamique de développement au niveau de notre pays. Hier, capitale de la paix, aujourd'hui carrefour de l'industrie, c'est le Togo qui gagne et que chacun puisse apporter, se sentir fier d'abord et apporter sa pierre pour que ces prouesses puissent continuer. Un autre sujet, rien n'ira plus comme auparavant dans nos écoles et centres de formation ou d'apprentissage avec les jeunes apprenantes ou élèves victimes d'agressions et de violences sexuelles. L'Assemblée nationale vient de doter l'exécutif d'une arme très efficace pour combattre ce fléau. Ça aussi a fait la une des journaux et je vous prie de suivre. Éducation, protection des élèves contre les abus sexuels en milieu scolaire. Les prédateurs sexuels risquent gros, lance le bâtisseur. À travers un vote massif, les élus du peuple renforcent le cadre juridique dans la protection sociale des apprenants au Togo. Écrit Écho du pays. Idem dans Ouara les vainqueurs, selon qui ce combat contre la violence à caractère sexuel représente également une opportunité pour mobiliser chacun autour d'un travail collectif et partagé en vue de consolider l'intérêt collectif. Il s'agit, nous dit Flambeau, de garantir un environnement sûr et propice au développement des apprenants. De quoi réjouir le ministre des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, pour qui cette loi est une arme pour combattre plus efficacement les violences sexuelles exercées sur les apprenants. C'est le moins qu'on puisse lire dans le regard foudroyant du ministre Kokoroko, bien vu par le dialogue. Violence sexuelle et grossesse à l'école, adoption d'une loi contre les prédateurs de filles scolarisées, écrit un nouveau qui salue lui aussi la loi. Un an
à 5 ans d'emprisonnement et une amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA si la victime a 16 ans. Le double si la victime a moins de 16 ans. C'est la peine qui attend les éventuels contrevenants. Le même journal va plus loin et précise que plus de 5000 grossesses non désirées ont été officiellement enregistrées en milieu scolaire et de nombreux cas de violence sexuelle les 3 dernières années. Voilà, Adam, quelle garantie pour le respect et l'application stricte de cette loi, surtout lorsqu'on sait qu'il y a une telle loi, il y avait une autre loi, la loi de 10 mars 1983, j'étais en 6e, qui est toujours en vigueur, n'est-ce pas? Et jusqu'à nos jours, ce sont des milliers de jeunes filles qui sont tombées enceintes entre 1983 à nos jours. C'est des milliers de filles qui continuent par tomber enceintes, mariées forcément, avec abandon parfois d'école et de formation jusqu'au vote de cette loi. Alors, quelle garantie? Écoutez, vous savez, c'est vrai que pour la plupart du temps, le Togo aussi a eu une mauvaise réputation en ce qui concerne l'adoption des lois. Leur application ne suit toujours pas. Et ça, vous avez cité, c'est un cas de d'école en citant donc cette loi-là qui existait depuis. Et je pense que voilà pourquoi d'ailleurs dans ça pouvoir parler de renforcement du cadre et en ce qui concerne cette nouvelle-là qui a été votée. Oui. Mais vous savez, nous ne sommes pas l'application des lois, une émanation des différents gouvernements que nous avons. Lorsque vous prenez depuis le magistère du ministre Kokoroko à la tête de l'éducation, vous avez vu qu'il a fait ressurgir beaucoup de lois qui étaient donc sous éteignoir, mais les a appliquées normalement et les contrevenants ont été... Donc par rapport à cela, en faisant une comparaison avec ce que nous connaissons par le passé, nous pouvons dire sur cet aspect-là, il a réussi. En tout cas, pour le moment, il a réussi. Voilà pourquoi, en tout cas, nous lui accordons le bénéfice du doute en ce qui concerne cette nouvelle loi qui, pour moi, vient en fait reconforter le cas de l'égalité genre, puisque c'est de cela qu'il s'agit. De là, de tout l'armada, les commentaires qui sont faits autour, c'est de faire en sorte que nous puissions véritablement assister à une réelle expression de l'égalité genre, et à tout point de vue. Surtout, cela commence par le cadre scolaire. Et pour moi, c'est une loi à saluer. Et je pense qu'il a toujours eu les armes nécessaires pour l'application de ces lois-là. Mais également, vous savez, c'est la complicité aussi bien de nos parents, sinon, pratiquement, qui peut faire cette loi. Voilà. Puisque pour la plupart du temps, lorsqu'un enfant est déjà enceinte, vous convenez avec moi que la logique qui permettra d'abord de reconnaître cette grossesse-là et ce que les autres d'ailleurs même n'ont pas. Et au même moment, votre beau ou futur beau, vous lui mettez votre gendre, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment difficile aussi à exprimer. Donc pour certains, moi je pense que, mais c'est tout ceci qui font que nous n'arrivons pas véritablement à pouvoir exprimer avec la rigueur qu'il faut des lois que nous votons. Donc je pense qu'il appartient. D'abord pour moi c'est la pédagogie. Et en ce qui, puisque le gouvernement fait sa part, il faudrait quand même qu'au niveau de la base, en ce qui concerne les parents aussi, fassent aussi leur part. Si éventuellement les gens ont toujours tendance à pouvoir véritablement se cacher du fait que les lois sont votées, ne sont pas appliquées, continueront par faire cette base besogne là, je pense que il risquerait gros si réellement donc il y a eu une sensibilisation ou il y a eu une adhésion de la population en ce qui concerne dans cette égalité genre qui est pour la plupart du temps froissée en ce qui concerne donc les grossesses prématurées indésirées que ces filles-là essaient donc de pouvoir et libèrent pratiquement les bancs pour les parents qui sont solides, ils essaient véritablement de conseiller. Nous avons passé plusieurs examens avec des filles qui portent également des grossesses. Ce n'est toujours pas évident parce que vous n'avez pas de ce point de vue-là les mêmes chances compte tenu du fait que sa fragilité de sa santé ne lui permet pas de pouvoir tenir une endurance en ce qui concerne les études comme vous qui n'avez rien. Donc déjà,
il y a problème en ce qui concerne donc l'égalité genre. Donc c'est en cela que je dis, il faudrait la complicité aussi bien de la population prise dans sa globalité, mais puisque le gouvernement a fait le pas, il appartient pour renforcer ce cadre-là, que la population également fasse sa part. Vous avez bien fait déjà d'anticiper sur ma deuxième question en parlant des parents. Alors, mais les filles elles-mêmes ne sont-elles pas à l'origine de cette situation, à part l'enceinte de l'école ou des ateliers où elles sont contraintes de porter des tenues décentes? Regardez un peu ce qu'elles portent hors des établissements, surtout les week-ends. Comme le dit c'est Adama Daiko, on a comme l'impression que au lieu de s'habiller pour sortir, les filles se déshabillent pour sortir. Est-ce que les responsabilités ne sont pas quelque part à ce niveau-là? Vous savez, d'abord, la loi même qui a été votée, c'est une loi qui est bien. D'ailleurs, il faut dire que on décourage ces personnes là qui pratiquent ces genres de situations sur les filles, les apprenantes qui veulent aller loin. Aujourd'hui, vous savez, les séquelles que cela laisse dans le vécu de ces enfants, c'est à vie. Et quand ils disent qu'on a violé une fille et sous peut-être d'autres pesanteurs, c'est difficile d'oublier. Mais aujourd'hui, vous avez posé une question, cette problématique me plaît beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'en amont les parents doivent faire pour que ces filles-là ne soient pas exposées, qu'elles ne soient pas à la merci de ces prédateurs-là? Je me dis que la responsabilité incombe au premier rang aux parents. Et nous qui sommes parents, quand tu vois ta fille qui sort dans des conditions qui ne sont pas chaudes, vous êtes obligés de... Elles ont toujours deux tenues dans leur sac. Oui, elles ont deux tenues dans leur sac. Donc c'est là que elles sortent de la maison en kaki et puis c'est quelque part le kaki devient... c'est là que je dis que le gouvernement, en votant, pas le gouvernement, l'Assemblée en votant cette loi aussi devait tenir compte d'une loi qui, ma foi, peut permettre à ces jeunes filles de se mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que quand vous vous habillez comme ça, quand vous soyez sanctionné, on appelle ça, ça s'appelle l'extravagance. Non, pas l'extravagance, on a dit que le quoi à la pudeur. Atteinte à la pudeur. Atteinte à la pudeur. Donc ça veut dire que si on te trouve dans une situation comme ça, que tu sois interpellé, que les parents le pompent. Donc je crois que c'est bien, mais petitement nous allons aller vers cet idéal-là. Là, il faut commencer quelque part. Avec cette loi déjà, ça va permettre aux parents, à tout le monde est impliqué. Mais là, la question qui est posée fondamentalement, c'est de voir qui pour dénoncer ces abus-là. Est-ce que la fille est capable d'aller dénoncer que c'est comme ça? Il faut encourager, parce qu'aujourd'hui, dans la communication, elle est plurielle. Il faut permettre aux filles de dénoncer, parce que sauf c'est la dénonciation qui peut permettre de démanteler ces personnes-là qui posent ces actes-là. Donc quand une fille, sous le couvert de la honte, ne peut pas dire de la peur justement, ne peut pas dénoncer des situations comme ça. Vous avez au niveau des écoles, il y a les exemples sont légion. Quand un enseignant seul te fait chaud, tu es. Donc c'est un peu compliqué. Il faut aller vers la sensibilisation. Il faut permettre aussi à ces jeunes filles de pouvoir exprimer ou de pouvoir dire concrètement ce qui se passe avec les gens qui viennent à eux. Donc, je dis que c'est une loi qui est bien. Mais l'application. J'allais demander qui sont les bourreaux de ces victimes-là. Très souvent, on a vite fait, pour le cas des écoles, on a vite fait de doiter les enseignants, mais avoir de près les plus de 5000 grossesses et cas de mariage ou du moins de grossesse signalées. Si vous cherchez bien, vous fouillez, c'est peut-être 10% d'enseignants et le reste. Non, les bourreaux sont dans la nature. Et même entre les élèves. Entre les élèves, entre même les parents. Entre guillemets. Oui, on voit comment les véhicules viennent s'arrêter. Venez au carrefour de TV2 ici, vous allez voir les dimanches. Vous ouvrez, c'est des enfants qui sont dedans. Mais il est difficile de pouvoir les dénoncer parce que qui te dit que c'est pour aller. Non, il peut être avec son enfant. Moi, je l'ai dit ailleurs. C'est un peu compliqué de démanteler ces personnes-là. Sauf la fille qui peut dénoncer ces genres de choses. Soit des enquêtes qu'on met autour. Peut-être qu'il y a le matériel qu'on met devant aussi
on peut te dire, on te soudoie avec une somme, on te dit, mais quand vous voyez avec votre fille avec une somme qui est au-delà de 50 000, demandez-vous. Demandez d'où vient l'argent. Et si vous trouvez la personne, très rapidement, vous pouvez remonter l'information. Adam, oui, moi je pense que c'est vrai, au-delà de rechercher le boulot partout, parce que vous savez, lorsque nous prenons la réussite d'une fille, c'est vrai que c'est la nation qui bénéficie, mais au même moment, vous, en tant que parent, je pense que vous êtes fiers d'avoir véritablement assuré, disons, une partie de vos responsabilités en faisant en sorte que la fille quand même puisse sortir. Donc, tout revient, de mon point de vue, véritablement aux parents. C'est une question également d'éducation. Mais nous savons que les compagnies, également, entre elles également, essaient de désorienter, peut-être, ou affecter pratiquement l'éducation que vous voulez bien donner à votre fille. Mais je pense que les parents ne doivent pas désarmer. Moi, je mets la responsabilité de toutes les façons au niveau des parents qui doivent suivre la fille jusqu'à à son âge mature, notamment les 18 ans, pour commencer déjà par avoir eu un certain assouplissement. Sans quoi, les boulots sont partout, ils sont partout, que ce soit entre eux, que ce soit le baron. De toutes les façons, lorsqu'on parle de prédation sexuelle, je pense que la sexualité fait partie intégrante de la vie, parce que lorsque vous prenez ces filles-là, vous contrer, vous voyez des gens qui essaient vraiment rigoureusement de mener une éducation à les filles. Et pour finir, également, ce sont ces parents-là qui sont pratiquement désœuvrés en voyant qu'ils ont des filles qui sont là mais ne trouvent pas de mari. Ça aussi, ça existe. Parce que nous n'allons pas quand même perdre de vue cela. Mais cela ne doit pas nous amener à pouvoir véritablement faire en sorte que ces enfants-là n'aient pas une éducation digne de ce nom. Parce que lorsque vous éduquez bien l'enfant, il saura faire ses choix et ne va pas tomber dans cette dérive-là que nous dénonçons. Dernier évangile ou dernier chapitre de l'évangile, à regarder, et qui rime bien avec le sujet qu'on vient de égrener, à regarder de près, Adam et Kwame, ce phénomène trouve ses origines dans la pauvreté. Dans la pauvreté, l'abandon des parents, surtout ces derniers temps, avec la vie chère. Et c'est ce qui nous conduit à ce chapitre sur la vie chère qui risque de diminuer la ferveur des fêtes de fin d'année qui s'approchent. Mais comme on le dit souvent, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Mais comment, Adam? Vous savez, c'est vrai, moi je pense que c'est un facteur important à prendre en compte, disons dans l'analyse ou dans la recherche des solutions liées donc à ces phénomènes-là qui conduisent les filles à tomber si bas. Mais au même moment, moi je le dis, lorsque vous prenez d'abord une fille bien éduquée, c'est vrai, j'ai parlé tantôt de la mauvaise compagnie qui amène cela à pouvoir véritablement être au-dessus de ce que c'est une transition pour aller à la vie chère. Je demande tout cela. Je suis d'accord. Mais la vie chère, de toutes les façons, oui, il y a les fêtes. Bon, je pense que c'est une rhétorique qui ne date pas d'aujourd'hui. Chaque année, nous fêtons. Mais également, les fêtes n'ont pas toujours la même physionomie, étant donné que les parents n'ont pas forcément les mêmes moyens à pouvoir offrir tout ce que voudraient bien avoir leur progéniture. Mais au même moment, moi, je pense que c'est un facteur essentiel qui aujourd'hui amenuise pratiquement la bouche des parents et que ces parents-là n'arrivent pas véritablement à offrir ce dont a besoin ou le minimum. Puisque nous survivons aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas le nier, on survit. Et lorsque vous survivez, il est très difficile d'offrir, disons, les délices nécessaires à vos progénitures. Et peuvent, naturellement, c'est en cela que moi je donne, en tout cas, disons, avis favorable à ceux qui estiment que c'est un phénomène qui peut, en tout cas, affecter, disons, l'éducation que vous aurez bien offrir à vos enfants. Mais, tout compte fait, je pense que ce soit l'un ou l'autre cas de figure, cela ne doit pas nous amener à nous désarmer. Il faut quand même nous armer de courage, faire en sorte que la surveillance soit totale, mais également interpeller le gouvernement à voir véritablement que nous sommes à la veille des fêtes d'année et de toujours continuer par penser. Puis depuis un moment, c'est vrai que c'était fréquent, disons, les engagements du gouvernement pour amenuiser ou carrément renforcer le pouvoir d'achat des populations. Mais on a vu que les fonctionnaires
courage de dire à Paul Yassimbe qu'il l'aime beaucoup, et que cette année encore, il attend le 13e mois. Entre griffes, qui n'était pas réellement un 13e mois. Finalement, c'était un 13e mois. On attend encore cela, mais les autres également attendent un mot fort. D'autres secteurs attendent un mot fort. F de fort. Voilà. Là-bas, on dit Bichel, mais avoir le train de vie de certains, on ne dirait pas que nous appartenons à une même planète, à une même société. Oui, c'est des disparités. On appelle ça les disparités sociales. On ne peut pas être, même c'est pas seulement Togo, même partout ailleurs, vous allez voir qu'il y a une classe qui est hautement, l'autre est très basse. Donc ça existe partout. Mais ce que nous disons, c'est vrai que quand vous vivez dans une société, vous voyez qu'il y a les richesses qui ne sont pas au mieux gérées et que c'est d'autres personnes qui profitent, ça crée ces sentiments de frustration. Il faut véritablement que la gestion de la chose publique soit au mieux, au pire, c'est pour que ça ne crée pas ces sentiments de révolte, de dissension, des paroles. Vous savez qu'aujourd'hui, vous sortez sur la route, vous allez voir que les gens jettent des mots. C'est la pauvreté, c'est le fruit de la pauvreté et tout ça là. Les gens justement, on vous dit non que c'est vous qui bouffez. Quelqu'un t'appelle tout à l'heure, tu dis non, laisse-les là-bas. Il n'y a même pas un grain de parole qui puisse permettre de vivre ensemble. Et ça, véritablement, il faut qu'on fasse un travail là-dessus. Et c'est là que j'interpelle, depuis un moment, il y avait l'éducation civique, qui doit beaucoup jouer dans ce sens-là. Parce que des temps de sensibilisation, de formation de la population vers le civisme, vers, le civisme, non. Et puis ça devait, l'éducation civique, et morale, et ça devait quand même permettre à ce que les gens puissent se regarder entre les dents, les yeux, et puis créer un climat, un sentiment de satisfaction, quel que soit l'individu. Sinon, les inégalités, vous n'allez pas en passer. Il y en aura toujours, que ce soit, quel que soit mais il faut qu'il y ait solidarité. La solidarité n'est plus de mise dans nos sociétés. Effectivement, c'est de ça que je dis. Aujourd'hui, il faut fortement qu'on s'accepte. C'est-à-dire que cette acceptation entre nous, ensemble, qu'on sache que c'est celui-ci. Et puis, les gens aussi créent parfois certaines situations qui créent tout ce dont nous parlons. C'est-à-dire que quand vous avez un niveau, vous regardez l'autre, c'est comme il est à la poubelle, vous n'avez même pas envie de le considérer comme... Alors que les situations peuvent être... se renverser à tout moment, à tout moment. La vie est une roue qui tourne. Tout le monde aussi a sa place. Et donc, acceptons-nous, quelle que soit la classe d'où tu viens, dis que l'autre, tu peux être comme l'autre, D'accord. Et comme ça, vivre ensemble là. Très bien, des sujets comme ça, on en a besoin, sauf que le temps qui nous est imparti est en train de s'en aller. Nous sommes en train de jouer les arrêts de jeu. Et l'autre fait qui risque de diluer la saveur des fêtes pour certaines familles, ce sont les accidents de circulation. Ils sont très fréquents ces temps-ci, comme c'est le cas à l'approche de chaque fin d'année. Quel rapport y a-t-il entre la fin d'une année et la sécurité routière? C'est une question que je vous renvoie à répondre. Donc, je vous renvoie à vos réponses dans vos maisons, dans vos rédactions, et on va se retrouver pour avoir vos réponses. Que faire pour limiter les dégâts? Voilà, c'est sur ces questions que prend faire cette messe médiatique. Merci de l'avoir suivi, merci aux autres ici présents, Meva Kwami et puis Adam Adjolono, respectivement, directeur de publication des journaux, du journal Symposium, en double parution, en ligne et puis en papier, et Adam Adjolono également, en double version, en ligne et puis en papier. Toute l'équipe technique m'a accompagné. Je vous fais un coucou spécial à Mati Ibrahim au cadrage et puis Alexandre Tchalim à la distribution d'images et de son. Merci à Marguerite Sintaya. Elle a été la réalisatrice du son, des sons et des images que vous avez suivis. Merci une fois encore. Je vous souhaite une bonne fin et un bon début de semaine. On va se séparer sur cette pensée, cet adage de Chinua Achebe qui dit: celui qui cultive un champ de maïs
novice au bord de la route a les mêmes soucis que le mari d'une belle femme. C'est Achénéa Achebe. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de semaine et bon début de semaine également. Au revoir.